Moi, bien Camille, je te propose peut-être voilà, d'entamer ce premier jeudi de la FEMS de l'année, donc consacré au numérique responsable, justement, comme je disais, pour savoir où en sont un petit peu les écomusées et musées de société sur cette question. Ce premier jeudi de la FEMS vient s'inscrire pleinement dans le cycle qu'a entamé la FEMS l'année dernière autour de l'ambition écologique et sociale justement de nos institutions. Et nous tenons à remercier Camille pour ce jeudi de la FEMS, mais aussi pour un temps que nous avions eu l'occasion d'avoir avec elle et le collectif des Augures en juin dernier, puisque nous avions proposé à nos adhérents de nous réunir au musée La Poste, justement pour faire un premier état des lieux sur cette question-là, qui a permis aussi d'impulser, donc vous savez, ce premier cycle des rencontres professionnelles pleinement consacrées à cette question, et dont la première édition aura lieu donc dans la Vénois du 13 au 16 mars prochain. Les inscriptions seront ouvertes à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, pensez bien à rester connecté et voilà, on vous diffusera bien évidemment l'information. Donc je laisse de ce pas la parole à Camille Penn, cofondatrice du collectif des Augures. Bonjour à tous et à tous. Très contente d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup de prendre ce temps autour du numérique responsable. Donc, je suis effectivement cofondatrice du collectif Les Augures, qui est un collectif de 4 consultantes, et notre mission, c'est d'accompagner le secteur culturel dans sa transition écologique, sa capacité d'innovation et d'adaptation. Et j'ai découvert donc la FEMS et la richesse et la diversité de ses adhérents et des problématiques qu'elle porte, puisqu'il y a une grande diversité aussi de territoires, d'objets scientifiques, d'objets culturels qui sont vivants au sein du réseau. Quand j'ai travaillé avec vous lors d'une journée de travail pour engager la structuration de votre réflexion sur la transition écologique en juin dernier. Et c'est pourquoi, du coup, ayant pris la mesure de votre intérêt pour les enjeux de transition écologique et surtout d'un point de vue aussi concret, comment la mettre en œuvre, que j'ai proposé à François et à Céline Chanas qu'on traite lors d'un de ces jeudis de la FEMS le sujet du numérique responsable, qui est un sujet qui m'occupe beaucoup avec Controlles, qui est un partenaire des Augures, qui est un studio de design numérique responsable. Et donc, je ne suis pas la seule à parler ce matin. Je vais prendre la parole avec Romane Clément, avec qui j'anime un programme dédié aux acteurs de la culture sur le numérique responsable et que je vous présenterai dans un deuxième temps. Pour vous donner un petit peu le déroulé de ce matin avant qu'on démarre dans 2 minutes, on va d'abord faire un exposé à 2 voix avec Romane pour vous présenter les enjeux et les impacts du numérique responsable dans la culture. Romane devra nous laisser à 9h30. Donc, si jamais vous avez besoin d'échanger avec elle, notez bien ses coordonnées. Voilà, Romane est éminente spécialiste du numérique responsable. Et ensuite, à 9h30, moi, je vous ferai un petit focus sur le programme, justement, qu'on a cofondé, qu'on co-anime avec Romane, qui est vraiment dédié à l'accompagnement des professionnels du secteur culturel sur ce jeu du numérique responsable. Et puis ensuite, je vous proposerai une discussion un peu structurée avec des grandes questions pour faire le point sur où vous en êtes sur le numérique responsable dans vos établissements et qu'on puisse commencer à échanger des idées de ce que vous pourriez mettre en œuvre. Voilà, donc je vais laisser la parole à Romane, qui par ailleurs a un problème de caméra, donc vous ne découvrirez pas son visage, ça met un petit peu de mystère. Ce sera pour une autre fois. Vas-y Romane, à toi. Oui, c'est vrai que non seulement je pars à 9h30, mais en plus, j'ai pas de caméra, mais promis, j'existe. Donc je vais partager mon écran et on va lancer la petite présentation. Alors, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui. Ok, ça s'affiche bien correctement? Ouais. Super. Alors, pourquoi on parle de numérique responsable? C'est hyper intéressant. Le numérique, aujourd'hui, représente 4 à 5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ce qui est le plus vertigineux dans ce chiffre, qui est déjà assez important en soi, ça représente plus que l'aviation civile pré-Covid, c'est surtout sa marge de progression, qui est la plus importante, un des secteurs les plus importants, avec une projection d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées à son secteur. En 2030, la dernière étude ADEME-ARCEP prévoit une augmentation de plus de 45 % et à échelle 2050 de plus 187 %. Donc on doit absolument se poser la question de la soutenabilité de nos techniques et de nos technologies, quel que soit le secteur.
dans un futur qui va être de plus en plus contraint. Le numérique aujourd'hui, on l'imagine encore beaucoup intangible, immatériel, même quand on pense par exemple au cloud, à la sémantique qu'on déploie autour du numérique. On a l'impression que c'est un nuage au travers duquel on peut passer les bras et qui n'a aucun impact. Et puis, de plus en plus, on a l'impression aussi que le numérique est automatisé. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette image, et plus particulièrement avec ce pantin qu'on a appelé le turc mécanique et qui est une métaphore qu'on aime beaucoup chez Control S. En fait, en 1770, on a un petit génie hongrois qui met au point une machine hyper perfectionnée qui est capable de rivaliser aux échecs avec les plus grands joueurs de l'époque. Et donc, il a complètement l'apparence d'un mannequin habillé d'une cape, appelé ChatGPT sans aucun problème aujourd'hui. Et en fait, il fait des choses qui sont assez impressionnantes. Il va jouer contre certains hommes et femmes d'État à l'époque, tels que Napoléon Bonaparte, Catherine II de Russie ou Benjamin Franklin. Et il a tendance à gagner absolument toutes les parties d'échecs. Sauf qu'en fait, sous le pantin, c'est tout simplement quelqu'un qui est contorsionné plusieurs dizaines d'heures par jour, par semaine, pour faire fonctionner ce turc mécanique. Et donc, ça n'a absolument rien d'automatique. Derrière, il y a des gens qui le font fonctionner. Ces gens qui sont dans des situations qui ne sont pas les plus confortables, j'imagine. Et pour le numérique, c'est un petit peu pareil. On a aujourd'hui, par exemple, pour prendre cet exemple, les travailleurs du clic qui s'occupent, par exemple, de la modération de certains contenus. Voilà. Le numérique n'est pas automatisé. Il y a bien des choses derrière ça et c'est un des rouages qu'il faut comprendre. En réalité, le numérique aujourd'hui, c'est près de 40 milliards d'équipements. C'est plus de 3,5 milliards de smartphones, plus de 3,8 milliards de téléphones encore, plus de 3,1 milliards de télé et d'ordinateurs, et puis surtout 20 milliards d'objets connectés très larges, avec une part d'augmentation aussi importante de ces objets connectés. En gros, tout ce qui repose sur un processeur pour fonctionner nécessite plusieurs, voire tous ces éléments des matières connues du tableau de Mendeleïev. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de métaux différents utilisés dans nos appareils a été multiplié par 6 entre 1980 et 2010. Donc, on a quand même des chiffres qui font prendre conscience finalement de la matérialité du numérique. Je dis souvent que le numérique, c'est un des derniers secteurs où on pensait pouvoir vivre une sorte de démesure décomplexée grâce justement à cette dématérialisation qui faisait sauter beaucoup de barrières. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est finalement un des secteurs qui est les plus désastreux pour nos écosystèmes écologiques, sans parler du coup des implications sur la société, par exemple. Et si on parle d'appareils numériques, on doit aussi parler du cycle de vie, de l'extraction, du raffinage, de la distribution et également du décyclage. On parle de décyclage aujourd'hui parce que 83% de nos appareils numériques, de ces portes d'entrée vers le grand monde du numérique, votre ordinateur sur lequel vous êtes sûrement en train de regarder cette conf, ou mon téléphone, enfin voilà, tout ce matériel-là est très très peu recyclé pour tout un tas de raisons, mais notamment des pratiques de vis non standards, de soudure de plus en plus, de colle, qui permettent difficilement de les faire passer dans des filières de reconditionnement efficaces, optimales. Et donc, je vous parlais de l'ordinateur. Si on prend un ordinateur qui fait aujourd'hui à peu près 2 kilos, derrière, c'est 1500 litres d'eau, 800 kilos de matières premières, 240 kilos de combustible fossile et 22 kilos de produits chimiques. Donc, on a tout un aspect, en fait, derrière nos matériels qu'on ne voit pas. Et on aime bien cette petite représentation avec Camille de Dylan Marsh qui s'appelle For What It's Worth, qui représente en fait une mine de cuivre et ce qui en est réellement extrait. Donc on y vient doucement, mais on comprend que du coup, le numérique, ce n'est pas qu'un enjeu de carbone, et ça c'est important à comprendre, c'est aussi des enjeux de destruction de biodiversité, des enjeux de ressources abiotiques, des enjeux de consommation d'eau. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Slide sur la partie des matériaux recyclés. Et surtout, si on parle de cycle de vie, ce n'est pas que de la terre rare et un peu d'acier pour les usines de raffinage, ce sont aussi des humains derrière l'extraction,
bien souvent dans des conditions absolument terribles. Je vous conseille sur ce sujet les travaux de Guillaume Pitron. C'est aussi du raffinage qui est dangereux avec les utilisations notamment de produits chimiques qui sont faites. La distribution avec des usages toujours plus envahissants. Et puis, le recyclage, j'en ai un petit peu parlé, mais je pense que ce n'est pas trop une spoiler alert de ma part. En gros, c'est jamais envoyé dans nos décharges à nous. C'est très souvent envoyé dans des décharges d'Afrique de l'Ouest, en particulier au Ghana notamment, qui a une très, très grosse décharge à ciel ouvert qui a été depuis normalement traitée en partie et interdite de dépôt. Mais voilà, ça a été quand même des kilomètres carrés de décharge dans cette zone. Et ce qui est assez aussi vertigineux, c'est que les appareils, donc ceux dont je viens vous parler, représentent que la partie émergée de l'iceberg. Vous avez compris, on aime bien faire cette partie émergée de l'iceberg, immergée de l'iceberg. En fait, pour connecter tous ces appareils, on requiert une infrastructure qui est mondialisée. Ce sont des câbles sous-marins. Vous avez dit la FEM, c'était à Marseille, c'est un des plus grands hubs aujourd'hui de câbles sous-marins. La France compte par exemple 13 stations d'atterrissement sur son territoire côtier qui connectent en fait des réseaux filaires nationaux à 23 câbles sous-marins. On appelle ça les routes des fonds des mers. Il faut essayer de s'imaginer un câble qui a une très grosse circonférence et qui est au fond de l'océan. C'est un peu en fait, les héritiers des premiers câbles télégraphiques du 19e siècle qui ont permis, je crois, en 1850 quelque chose, l'envoi du premier message télégraphique officiel par la reine Victoria au président américain James Buchanan. Et c'est un message de 509 lettres seulement qui avait mis 17 heures et 40 minutes à traverser l'océan Atlantique. Aujourd'hui, la fibre optique permet un affinement d'informations en temps quasi réel, mais on a aussi cette problématique du coup de quadrillage des océans avec ces câbles de fibre optique. On a aussi des data centers, vous avez l'image au milieu. La plupart, d'ailleurs, doublent ou triplent les informations qui sont stockées pour éviter toute panne ou tout ralentissement. Et on a vraiment aujourd'hui énormément de data centers dans le paysage, donc pas que ailleurs, hein, en France, en Île-de-France, sur le territoire français, en Europe. Je pense qu'il y a à peu près, je crois, si le chiffre est bien à jour, 5000 data centers qui sont répartis dans les 125 pays du monde. Et la problématique des data centers, c'est la pression énergétique et la pression en consommation d'eau, puisqu'il faut refroidir ce matériel informatique. C'est l'ennemi en fait de tout matériel informatique, la chaleur. Et donc, on va essayer de déployer de la climatisation ou de l'eau, de l'air. Parfois, on refroidit à l'huile. On a même trouvé des méthodes de refroidissement en immergeant des data centers au milieu des océans. Voilà. Il y a un vrai sujet, surtout dans notre contexte de tension énergétique, de tension en consommation d'eau, de ces data centers. Et puis, on a aussi des antennes et depuis récemment également des satellites avec des renouvellements de matériel qui sont aussi assez fréquents. Sur la répartition des émissions de gaz à effet de serre du numérique, en France, la part d'usage est 17% et la part de terminaux est 83%. On voit que dans le monde, cette part, cette différence est différente. Les usages à 56%, les terminaux à 44%. Tout simplement pour la raison suivante, qui est que notre mix électrique est décarboné grâce au nucléaire, et donc que une heure de Netflix ne va pas du tout avoir le même impact carbone en France qu'aux États-Unis, par exemple, avec un mix électrique qui sera dû au charbon, par exemple. Et donc, c'est hyper important cette stat-là pour se dire, en France, le gros levier qu'on a pour essayer de travailler sur l'impact environnemental du numérique, ce sont les terminaux, donc le matériel. Et alors, un jour, on m'a dit, oui, mais bon, ils sont pas fabriqués chez nous, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Et bien, ça va se jouer essentiellement autour des politiques d'achat, de la durabilité du matériel, de la réparabilité du matériel, des filières de reconditionnement de nos territoires qu'on va pousser. Et le gros impact, on va l'avoir là-dessus. Si les terminaux d'une organisation sont amortis comptablement au bout de 2 ans et qu'on remplace le parc tout à fait fonctionnel parce que c'est comme ça que ça marche en termes de compta,
ben voilà, c'est typiquement des pratiques qu'on va essayer d'investiguer et d'arrêter, absolument. Donc, au rythme actuel, le seuil dépassé des plus 1,5 degrés qui avait été fixé aux accords de Paris sera fait pendant la décennie 2030. Dans ce contexte, si les solutions sont numériques, et c'est important de se dire si les solutions sont numériques, puisque c'est un peu aussi un des grands enjeux du numérique responsable, c'est questionner la pertinence du recours à certaines solutions numériques, eh bien, elles doivent être responsables, soutenables, éco-conçues. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais réduire les émissions de CO2, c'est important, mais c'est loin de représenter tous les défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui. On doit aussi parler de maintien des zones forestières, de préservation de la biodiversité, de consommation des ressources abiotiques, donc des terres rares, des minerais, de la façon dont on les exploite, de la consommation d'eau, mais pas que, aussi de questionnements sur les impacts sur le soutien du lien social, sur l'amélioration des conditions de travail, sur le respect des expériences utilisateurs et sur aussi la préservation de l'attention cognitive des gens. Et ça, Camille vous le redira en présentant la plaquette du lab, on a essayé vraiment de pas que s'intéresser aux impacts environnementaux du numérique, même si c'est un des points assez centraux de notre programme, mais aussi voilà, de la dépendance aux GAFAM, dans quelle mesure ça va menacer des communs culturels, dans quelle mesure ça va poser des problématiques de souveraineté. Également, voilà, des dispositifs, par exemple, de médiation numérique sur des publics surexposés déjà, est-ce que ça va poser des problématiques? Et puis, on va se questionner sur l'impact plus global au niveau de la société. Et donc, une fois qu'on comprend mieux les empreintes du monde numérique, il y a des promesses de technologies comme les médiations tout numériques, la réalité virtuelle ou augmentée, les NFT, les métaverses et tant d'autres qui apparaissent un petit peu moins évidentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, et j'insiste sur ce point, on ne prend pas l'intégralité du numérique du monde et on essaie de le mettre à la poubelle. On pense qu'il y a beaucoup de bénéfices aujourd'hui du numérique. Mais si on prend au sérieux un des plus grands enjeux du siècle, on doit être conscient et pragmatique quant à leur coût. C'est-à-dire que quand on va développer un projet numérique, il y a tout un tas de questions à se poser en amont sur les effets induits, sur les effets rebonds, sur les nouveautés d'usage. Est-ce que ça va être de l'accumulation ou est-ce que ça va être du remplacement d'un usage physique? Donc voilà, il y a vraiment une série de choses à prendre en compte si on s'intéresse à l'impact environnemental du numérique. Et je vais laisser la main à Camille, je vais passer les slides, mais pour qu'elle nous présente la culture dans tout ça. Ouais, merci Romane. Je me dis juste que comme toi, tu dois partir dans 10 minutes, peut-être on peut faire une micro-pause si jamais vous avez des questions pour Romane à ce stade de la présentation. Sinon, j'y répondrai, je m'efforcerai d'y répondre quand elle aura filé. Mais vous pouvez soit prendre la parole spontanément, soit lever la main et on vous donne la parole, ou poser votre question dans le chat aussi si vous êtes timide. Romane, il y a les slides qui avancent néanmoins. Ça fait un peu spoiler. Pardon. Ah oui, c'est en mode présentation automatique, je ne l'avais pas vu. Voilà, là c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes tout juste en train d'émerger avec votre café dans une main et peut-être même encore en pyjama, ce que je comprendrais. On peut peut-être passer. Dans ce cas, j'enchaîne. Voilà, donc Romane nous a fait un peu un overview des enjeux et des impacts du numérique et de pourquoi le numérique est un, merci Héloïse, est un vrai enjeu. Voilà, maintenant je vais un peu zoomer sur pourquoi c'est un problème en particulier pour la culture et pour les musées notamment. Alors, les empreintes du secteur culturel, vous les connaissez, peut-être pas. Certains d'entre vous ont peut-être fait un bilan carbone ou ont pris connaissance du récent bilan carbone. Le Quai Branly en a fait un récemment. Il y a aussi le centre Juno Beach à Caen qui a fait un bilan carbone. Il y a le Louvre, bien sûr, le bilan carbone du Louvre qui nous apprend que 99% de son bilan carbone est attribué au déplacement des visiteurs. Alors certes, c'est un musée très particulier, on est d'accord, qui génère beaucoup de mobilité, mais mobilité internationale, mais pour vos établissements qui sont peut-être pour certains aussi situés en milieu rural ou dans des zones mal desservies par les transports en commun, la mobilité des publics restera le premier impact. La mobilité des professionnels, c'est-à-dire celle induite liée au déplacement des œuvres, au convoyage des œuvres, aux missions scientifiques, et aussi un impact important. Et donc, additionner toute cette question des mobilités fait que c'est le premier impact carbone du secteur culturel. Mais
Il faut aussi voir comme impact important, et du coup ça dépend des structures, parfois c'est le bâtiment et la consommation d'énergie qui est l'autre impact le plus important, et en outsider, mais de plus en plus important, c'est l'impact du numérique. Donc si vous vous engagez dans une démarche de transition écologique, le numérique est à prendre en compte, puisque comme l'a rappelé Romane, c'est environ 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui par an au niveau mondial, et c'est de façon exponentielle 45% si on continue à usage constant, et en plus de ça, c'est surtout une mobilisation de ressources naturelles, abiotiques très importante. Et je ne sais pas, aussi pour relier ça à l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu hier que Le Monde a publié son bilan carbone, et un des points de surprise, un des points d'étonnement soulevés par l'article qui en fait la diffusion, c'est que 40% du bilan carbone du monde, c'est lié aux usages numériques. Donc on voit bien comment le numérique est de plus en plus en train de devenir un impact hyper important pour beaucoup d'industries. Mais c'est pas que la question du numérique, c'est pas que un enjeu écologique pour la culture, c'est pas qu'un enjeu d'empreinte environnementale, c'est aussi des enjeux éthiques, notamment liés à l'usage qu'on a des GAFAM. Les musées, on s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour créer de l'engagement auprès des publics. Or, ça pose quand même beaucoup de questions d'éthique, puisqu'on sait que ces plateformes à la fois offrent de faibles garanties pour les données personnelles des usagers, mais aussi en termes de protection du droit d'auteur. On pourrait aussi parler de la question de la santé mentale, de comment ça affecte les usagers, notamment les plus jeunes. Donc en tout cas, c'est des usages qui sont à questionner dans une démarche de numérique responsable. On peut aussi parler du fait que le numérique accroît les inégalités d'accès à la culture. On le sait que tout le monde n'a pas la même habileté, le même confort à servir des appareils numériques, à se repérer dans des interfaces, et que ce n'est pas qu'une question d'âge, de génération. Et on sait aussi que tout le monde n'est pas équipé de la même façon, et de plus en plus, par exemple dans des salles de musée, quand il s'agit de flasher tel QR code pour avoir accès à telle application, à tel contenu, on peut voir les inégalités d'accès que ça peut créer. Et puis l'impact sanitaire, je l'ai mentionné en parlant de la santé mentale, sur des publics surexposés, mais il y a beaucoup d'autres études qui sont en train de révéler ce que ça fait sur le cerveau des plus jeunes. Donc tout cet ensemble d'enjeux, c'est ce qu'il faut traiter si, en tant que secteur culturel, on veut relever les défis du secteur culturel avec une approche raisonnée du numérique. Là, c'est un schéma qui a été beaucoup communiqué par le Shift Project. Shift Project, que vous connaissez sans doute, qui est un think tank créé par Jean Covici, très médiatique, et qui a fait un rapport dédié au secteur culturel dans le cadre de son PTEF, de son plan de transformation de l'économie française. C'est dire s'il considère le secteur culturel comme clé dans la transition écologique à venir. Et donc ça, c'est un schéma qui montre la répartition de la bande passante du web. Et si vous regardez comment ça additionne la part du camembert qui parle de Netflix, des tubes, c'est-à-dire YouTube et autres plateformes de VOD, le reste de la VOD, la PlayStation, la pornographie, qui peut être considérée, selon certaines études, comme des contenus culturels, vous voyez que la bande passante du web est occupée à plus de 80% par des contenus culturels. Alors, c'est à mettre il faut un peu modérer ce chiffre qui paraît énorme, puisque c'est un chiffre réel, mais on sait qu'il faudrait, en fait, à titre individuel, passer plus de 10 heures à regarder des contenus HD pour que ce soit l'équivalent d'empreinte carbone de 500 km de voiture. Néanmoins, c'est un problème, c'est surtout un problème parce qu'il est relié à la question des équipements, dont Romane vous a montré que c'est surtout la question de la consommation d'équipements qui est le plus impactant pour l'environnement. Il y a un effet d'entraînement entre usage et infrastructure. On l'a bien vu autour de la controverse de la 5G pour les téléphones. Certes, les tenants, les défenseurs de l'installation de la 5G, de toute façon, qui ont eu gain de cause, expliquaient qu'il y avait une efficacité énergétique, que la 5G consommait moins que la 4G et moins que la 3G. Mais néanmoins, on a bien vu comment ça a pu accélérer l'usage de consommation de contenu vidéo sur nos téléphones. Alors, peut-être pas dans toutes les zones de France. Autre question d'accès à la culture. On voit aussi, par exemple, la création d'écrans 8K de plus en plus sophistiqués engage les producteurs et les cinéastes à créer des contenus de plus en plus lourds en termes de définition de pixels. Donc voilà, donc c'est un effet d'entraînement entre usage et infrastructure qui est
d'autant plus marqué dans la culture et qui conduit à l'obsolescence technique et marketing. Ça se voit aussi beaucoup, vous avez peut-être le cas avec des contenus 3D, vous avez peut-être numérisé des éléments patrimoniaux, des œuvres en 3D, et vous avez aujourd'hui des fichiers qui ne sont plus lisibles par les matériels que vous avez. Donc voilà, cet effet d'entraînement entre usage et infrastructure conduit aussi à une obsolescence, conduit à un effet rebond, qui sont les deux choses auxquelles on doit être vigilant dans la culture. Alors, c'est peut-être bien de se poser d'abord la question de c'est quoi le numérique culturel. Le numérique culturel, c'est un ensemble hétérogène de services, d'objets d'infrastructure, des bornes, des serveurs, des réseaux, mais des guides de visite, des billetteries, des sites web, des contenus web, des photos, des vidéos, des streamings, des bornes de médiation, des cases, des écrans, des expériences immersives, des éléments de scénographie. Donc c'est très compliqué d'appréhender cet ensemble hétéroclite du numérique culturel qui représente à la fois des équipements, des contenus, et surtout que c'est un ensemble qui a été créé au cours d'une historicité, d'une histoire du numérique qui s'est écrit dans les établissements dès les années 80. Je crois que c'est la slide suivante, Romane. Dans les musées, la première borne multimédia chez Universcience et à Pompidou, ça date des années 80. Il y a eu bien sûr la rupture de l'iPhone dans les années 2000. Et là, ça a été les visites individuelles. Et puis, dans les années 2020, ce qui émerge, c'est les visites immersives, c'est la VR, c'est la réalité augmentée. Voilà. Donc, c'est aussi pourquoi on a beaucoup parlé de métaverse, de NFT et maintenant d'IA. Ce qu'on observe tout de même, c'est qu'il y a les mêmes promesses qui restent, c'est-à-dire que le numérique va permettre de renforcer le partage de connaissances, d'inclure de nouveaux publics, de toucher les jeunes. Et je ne sais pas si vous observez dans vos établissements un changement radical des publics, davantage d'engagement, davantage de transmission des connaissances. Il me semble que non, en dépit de cette culture de l'innovation permanente et de l'empilement d'innovation numérique. Et on se retrouve face à un cimetière d'objets 3D qui vient nourrir les images que Roman a montrées de décharges en Afrique, qui est pour le moins problématique. Donc, dans une démarche de numérique responsable, nous, ce qu'on propose, et je vais le préciser dans le programme que je vais vous montrer ensuite, on pense que la première étape, certes, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques dans le numérique responsable dont on peut discuter ensuite et qui ne sont pas négligeables, notamment, au premier chef, prolonger la durée de vie du matériel. Mais ce qu'il faut d'abord faire au sein du secteur culturel, c'est changer de paradigme d'innovation. C'est sortir des croyances numériques, sortir d'une vision magique de la technologie, imaginer différemment la façon dont on peut engager les publics et en somme sortir du technosolutionnisme qui nous engage à cette surenchère d'objets numériques qui sont très impactants pour l'environnement et qui posent des problèmes éthiques. C'est le premier pas dans une démarche de numérique responsable. Et il s'agit du coup de remplacer ce technosolutionnisme qui est quand même très prégnant dans les institutions culturelles, notamment parce que c'est poussé aussi par des politiques publiques qui viennent financer l'innovation, et remplacer ce technosolutionnisme par des imaginaires low-tech, c'est-à-dire passer par aller vers des technologies, pas forcément numériques, qui ont une forte durabilité et une réparabilité forte, qui s'inscrivent dans le cadre des limites planétaires. Ce n'est pas que le changement climatique et les limites planétaires, vous connaissez peut-être les 9 limites planétaires, sinon j'en engage à aller regarder le schéma, c'est aussi la question de l'eau, notamment. On mobilise énormément dans le numérique pour refroidir les data centers. C'est aussi penser une territorialité du numérique, c'est-à-dire comment, sur des échelles locales, je peux mutualiser des infrastructures, comment je peux travailler différemment avec des publics locaux et penser la résilience collective du secteur, parce qu'à force de se numériser, nous, secteur culturel, et on pourrait dire le secteur des écomusées, des musées de société, vous renforcez une dépendance à des ressources qui sont de plus en plus rares. L'eau, dont on a besoin pour le numérique, les métaux rares. En fait, le numérique, c'est des technologies zombies. Donc là, on a l'impression qu'il y a une abondance, comme le disait Roman, mais ça va qui en fait va devenir de plus en plus rare. Donc si on rend nos stratégies d'engagement des publics, nos stratégies de médiatisation, nos stratégies muséographiques, si on les rend dépendantes au numérique, on va se trouver dans une vulnérabilité aussi forte qu'on l'est par rapport aux phénomènes climatiques extrêmes. Cette mutation des imaginaires, des croyances, on pense qu'elle se fera aussi avec les artistes, aussi à travers, on va dire, le contenu même de ce qui est le métier des musées, de proposer des œuvres, de proposer des dispositifs apprenants. On peut penser par exemple au spectacle Le Théâtre Coupure de Samuel Valency qui met en scène la controverse autour de la 5G. On peut parler à l'expérience de réalité immersive Okawari
de Landia Egal qui met en scène de façon très poétique la question de l'accès, de l'impact environnemental du numérique. Mais je suis sûre que vous en connaissez des dispositifs dont vous avez fait l'expérience. Et bien sûr, une fois qu'on a levé ces contraintes sur les imaginaires et qu'on a changé de paradigme, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui sont les mêmes que dans les autres champs, voilà, qui s'appliquent à toute pratique de transition écologique. C'est ralentir, c'est mutualiser, c'est renoncer, c'est optimiser, c'est éco-concevoir, c'est revendiquer. Voilà, nous, on préfère insister sur la part, on va dire, de changement de posture. Mais bien sûr, on peut aussi, je peux discuter avec vous, et c'est prévu dans la deuxième partie de ce temps d'échange, des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Merci de votre attention sur cette partie-là. Je crois qu'on va s'arrêter là dans l'exposé, Romane, puisqu'il est 33, et je pense que... Ouais. Est-ce que tu dois... Ouais, je pense. Je vais rejoindre mon autre réunion, mais merci à tous pour vos retours positifs et à bientôt, j'espère. Camille, je te laisserai du coup présenter la... Ça marche. À bientôt, merci. Merci, Romane. Merci, Romane. Alors, je vois qu'il y a eu des... donc, j'ai un autre petit part d'exposé à vous faire, mais je propose qu'on fasse une petite pause. Je vois que ouais, vous avez trouvé que c'était clair, que vous pensez que les écomusées devraient être pilotes sur ces alternatives au numérique. Je le pense aussi. Je pense que les écomusées sont vraiment des lieux de partage du savoir et aussi de la science. Ils doivent être aussi, comment dire, pionniers. Enfin, c'est aussi des lieux d'accueil du public, des lieux de formation. Donc, moi, je crois que c'est des bons laboratoires de nouveaux usages résilients. Est-ce que vous avez des réactions sur cette première partie de l'exposé ? Alors, dans ce cas, ce que je propose, c'est de finir la partie, on va dire, descendante de ce jeudi en vous présentant le programme qui s'adresse aussi au musée qu'on a mis sur pied avec Romane pour accompagner justement les professionnels des musées dans ces réflexions qui s'appelle l'Augure Lab numérique responsable. Donc, je vais prendre, je pense, un quart d'heure maximum. Je vais me surveiller pour pas non plus vous abrutir. Je sais que c'est pas évident de rester derrière un écran. Enfin, c'est fatigant. Enfin, c'est fatigant. C'est notre lot à tous, hein, mais je veux dire de subir de la visio comme ça. Alors, donc, je passe en mode lecture. François, vous voyez bien mon écran? Ah non, Alors, j'étais en mode lecture. C'est ça, c'était en plein écran, c'était bon tout à l'heure. Parfait. Voilà. Donc, ce programme que je vais vous présenter, il s'appelle Augure Lab numérique responsable dans la culture. C'est un programme d'expérimentation collaborative pour éco-concevoir le numérique culturel qui a été créé et qui est animé donc, par Les Augures, mon collectif, et Controless, le studio de Romane, et qui est soutenu par le ministère de la Culture. Et on a déjà conduit 2 promotions en 2022 et en 2023, et on va faire en 2024 la 3e promotion. Alors, les enjeux à saisir du numérique dans la culture, on vous les a dit, je ne les répète pas, c'est des enjeux à la fois écologiques, éthiques, sanitaires, on pourrait dire politiques aussi. Et ce n'est pas évident pour le secteur culturel qui se retrouve aujourd'hui dans une forte dépendance au numérique qui a été, c'est une accélération des usages numériques qui est en cours à l'échelle de la société entière, à l'échelle du secteur culturel, donc depuis les années 80, mais qui a été renforcée pendant la pandémie, au moment aussi où tous ces lieux de culture, de partage étaient fermés et où il a bien fallu continuer d'entretenir un lien avec les publics et à poursuivre cette mission de partage de contenu, de partage des savoirs. La question qui se pose, c'est donc quelle sobriété numérique pour relever les défis du secteur culturel à l'heure de notre transition sociale et environnementale. La question est tellement pas évidente qu'on s'est dit avec Romane, on peut, enfin voilà, il y a beaucoup de ressources, hein, je pourrais vous en partager certaines qui existent pour se former aux bonnes pratiques du numérique responsable. Il y a par exemple un MOOC de l'Institut du numérique responsable. Vous trouverez aussi beaucoup de formations sur l'éco-conception, beaucoup de formations sur les bonnes pratiques du numérique. Aussi, l'ADEME a proposé un guide des bonnes pratiques du numérique au bureau qui est tout à fait valable et tout à fait à s'approprier. Mais pour véritablement répondre à l'enjeu, qui est un enjeu, qui est un enjeu culturel du numérique responsable, des guides ne suffiront pas, des tables rondes ne suffiront pas, des listes de bonnes pratiques ne suffiront pas. Il faut s'interroger collectivement sur notre rapport au numérique et chercher à définir des alternatives
dans le champ de la communication, dans le champ de la gestion des établissements culturels, dans le champ de la médiation auprès des publics, dans le champ aussi de l'innovation, parce que l'innovation est un enjeu important. Oui, il faut aussi innover. Et donc, pour ce faire, il va falloir réfléchir ensemble. Et c'est pour ça qu'on a proposé cet Augure Lab, qui est un programme de recherche-action collaboratif qui se déroule sur 8 mois, qui a pour vocation à la fois de sensibiliser à travers le partage d'expériences, à travers le fait qu'on invite des experts à venir partager des connaissances sur le numérique responsable, mais qui est surtout un programme d'action où on propose aux participants de mettre en œuvre une démarche de recherche utilisateur, de prototypage et d'expérimentation pour produire des outils et créer une boîte à outils en Creative Commons pour le secteur culturel qui vont permettre de mettre en œuvre une démarche de numérique responsable. Alors, ont participé jusqu'à présent à ce programme des acteurs de la culture, beaucoup d'acteurs du patrimoine, beaucoup d'acteurs des arts visuels que vous connaissez, quelques acteurs des bibliothèques, quelques collectivités également, la ville et Eurométropole de Strasbourg, Rennes Métropole, des acteurs privés aussi comme la Bourse de commerce, la Fondation Art Explora, mais voilà, beaucoup d'acteurs publics comme le Musée national d'histoire naturelle, le MUSEM, le Quai Branly nous rejoint cette année. Il y a aussi, enfin voilà, donc des acteurs, plutôt des gros acteurs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on vient s'adresser à vous, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs parisiens, qu'on a beaucoup d'acteurs, on va dire, des gros établissements publics. Et la culture en France, c'est une diversité qui est tout autre quand même. C'est aussi, c'est aussi des écomusées, c'est aussi des musées de société, c'est aussi des musées de petite taille, c'est aussi des musées en ruralité, c'est aussi des musées dans des villes de taille moyenne. C'est pas que des musées d'art. Et nous, on a vraiment à cœur de créer de la diversité au sein de ce programme parce que c'est vraiment là qu'il y aura plus d'intelligence. Chaque année, on travaille des thématiques différentes. Les thématiques de cette année, ce sera d'abord l'évaluation et la mesure, ensuite les logiciels et les outils, et puis enfin la mutualisation. Je dis, ça peut sembler chronologique, en fait, ces 3 sujets sont traités de front. Le sujet de l'évaluation et de la mesure, c'est parce que, voilà, souvent comme point de départ d'une démarche numérique responsable, on a envie, on a besoin de comprendre la part que le numérique représente dans nos impacts de façon générale et mettre en œuvre une vraie étude de mesure. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et c'est complexe, ça demande de faire appel à un cabinet tiers. Et donc l'enjeu, ce serait de voir cette année dans le lab comment on peut mettre en œuvre une évaluation sans faire appel à un cabinet tiers, de quelles données on dispose aujourd'hui, puisqu'il y a quand même quelques mesures qui ont été menées, et comment on peut du coup s'en servir pour en tirer une évaluation des impacts, mais aussi surtout comment on peut ne pas s'enfermer dans une approche comptable de l'évaluation et néanmoins passer à l'action d'une mise en œuvre de stratégie de sobriété. Le deuxième sujet, ce sera celui du logiciel et des outils. On sait que dans une stratégie numérique responsable, il est préconisé de travailler avec des outils libres parce que les outils propriétaires encouragent l'obsolescence programmée. Mais voilà, dans le secteur muséal, il y a beaucoup d'outils métiers qui sont des outils propriétaires. Il n'existe pas d'alternative aujourd'hui, d'alternative libre et ouverte. Donc comment créer cet écosystème de solutions numériques éco-responsables? Comment mieux travailler avec le monde du numérique? À quel logiciel propriétaire on peut renoncer? Et qu'est-ce que ça vient questionner sur notre approche de l'innovation? Donc ça, c'est un champ très riche. Et puis enfin, le troisième sujet qu'on traitera, c'est celui de la mutualisation, puisque c'est un des leviers, vous le savez, de la transition écologique, mutualiser pour réduire notre empreinte sur les ressources, notre consommation de ressources, comment on peut mutualiser les infrastructures, comment on peut mutualiser les interfaces, mais surtout, quel cadre organisationnel et juridique ça demande de mettre en place pour faciliter la coopération, la relocalisation et le réemploi. Donc ça, c'est les sujets qui seront travaillés cette année. En bref, en quelques mots, le lab, c'est un modèle de recherche-action qui, avec la participation de représentants de 20 institutions, on pourrait aller un petit peu au-delà, ça nous demanderait une autre organisation, mais c'est possible, pour l'ensemble du secteur culturel. Et il y a beaucoup de métiers qui sont représentés dans le lab. Il y a des DSI, il y a des responsables communication, il y a des gens qui s'occupent de la relation avec les publics, il y a des directrices et des directeurs, il y a des personnes qui sont chargées de projets multimédia, il y a des personnes qui sont là pour piloter les stratégies RSE.
Donc voilà, en fait, on se rend compte que tous les métiers des musées sont en contact avec le numérique et donc ça concerne un peu tout le monde parce que c'est un enjeu hautement stratégique. C'est un programme qui dure 8 mois, mais on a conscience que les professionnels des musées sont très très pris. C'est souvent des petites équipes, ils sont fourrés au moulin. Donc c'est 3,5 journées d'atelier en présentiel seulement et 4 heures de visioconférence. Donc sur 8 mois, ça se passe bien, ça ne vous mobilise pas trop, surtout qu'il n'y a pas du tout de devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, c'est les augures et contrôlesses qui le faisons. La méthodologie qu'on vous propose, c'est une méthodologie néanmoins qui vous engage parce c'est une méthodologie de recherche-action qui mène design, sociologie et études des controverses. Il y a une première phase qui sera les 4 et 5 avril où à la fois on va sensibiliser. Donc il y a une journée de sensibilisation aux enjeux du numérique responsable où on va en profondeur pour les nouveaux venus dans le programme. Et puis le lendemain, on travaille d'emblée sur la problématisation sur les 3 sujets que je vous ai montrés. Donc là, on cherche vraiment à trouver les 3 problèmes opérationnels, concrets dans vos métiers, sur lesquels on va vouloir mettre en commun notre intelligence pour les résoudre. Ensuite, il y a une phase d'enquête terrain qui est menée par Contrôlesse et les augures, où là, on va aller chercher de la donnée, on va vous interroger, on va faire des entretiens pour affiner ces problématiques, les renforcer et peut-être d'une certaine façon les reformuler pour qu'elles soient vraiment 3 problématiques de travail solides auxquelles il mérite d'être répondu par un prototype. Ensuite, on vous restitue cette enquête. Là, c'est vraiment un temps aussi de formation pour vous. Et on fait un travail de projection dans des scénarios numériques, un travail de design fiction pour voir si on s'engage dans tel ou tel scénario d'usage numérique, où est-ce que ça projette vos établissements. Et puis enfin, en septembre, on fait un travail d'idéation pour dessiner des idées de solutions qui vont répondre aux problématiques. Et puis enfin, on rentre dans le prototypage. Là, c'est Contrôlesse et les augures qui prototypons. Et puis enfin, il y a un temps de restitution au ministère de la Culture. Donc en gros, 3 sujets initiaux que je vous ai présentés mènent à 3 problématiques qui mènent à 3 champs d'enquête, 3 pistes de solutions, 3 preuves de concept, 3 outils finaux. Donc c'est à la fois un programme de recherche, un programme où on apprend et un programme où on produit pour répondre à des problèmes concrets. Donc tout au long du programme, on invite des experts il n'y a pas que Contrôlesse et les augures qui partagent leur expertise sur le numérique responsable. On invite les personnes qui sont, selon nous, les plus sachantes et qui ont vraiment des choses à vous transmettre. Des designers, des sociologues, des acteurs du numérique. Là, c'est tout le détail, donc ça, je passe. Vous voyez que ça se passe, vous voyez des post-it, mais ça se passe selon des modalités de travail collaboratives, du coup, qui permettent aussi de se rencontrer et de transmettre entre soi. Pour ce qui est des prototypes, ce qui a été produit jusqu'à présent dans ces 2 premières promotions, finalement, ce n'est pas du tout des outils numériques, c'est plutôt des outils d'aide à la décision. On comprend que finalement, le besoin des professionnels aujourd'hui, c'est de se dire, mais est-ce que je peux faire ça en numérique? Est-ce que faire ça en numérique, ça a plus ou moins d'impact que de le faire en papier? Enfin voilà, d'avoir vraiment des outils qui vont guider votre stratégie numérique. Et du coup, ont été produits, par exemple, des calculateurs. Là, c'est un calculateur d'empreinte carbone pour la communication numérique des musées. Ont été produits des outils de mutualisation. En haut à gauche, c'était un prototype pour une ressourcerie numérique d'outils numériques pour les expositions. Cette année, les outils qui ont été proposés, il y a par exemple un guide d'achat pour le numérique, guide d'achat pour réduire les empreintes numériques liées aux achats. On a aussi produit un club des cobayes qui là est plus un dispositif pour les professionnels de la communication, qui est un club pour les accompagner dans la mise en œuvre de démarches plus ou moins radicales pour réduire l'impact du numérique lié à la communication dans les musées. Donc par exemple, quitter tel ou tel réseau, quitter Twitter ou réduire le nombre de posts. Mais c'est un programme pour le faire ensemble parce que c'est plus facile de le faire ensemble. Alors tout le programme est accompagné, doublé d'une plateforme collaborative où tout est documenté, où il y a plein de ressources partagées. Voilà, les participants, bien sûr, aiment y participer parce que c'est un espace de ressources, de formation, mais aussi pour le côté partage entre pairs qui est très fort pour eux. Bah, vous le savez puisque vous avez ça dans la FEMS. Voilà. Donc voilà pour cette autre présentation. Je vais arrêter le partage d'écran. Là, on en a vraiment fini pour les présentations. Plus de PowerPoints, plus de PDF, c'est promis. Est-ce que vous avez des... Non, il n'y a pas de bilan carbone qui existe, qui permette de comparer expo virtuelle, expo itinérante par rapport au nombre de visites. Parce que c'est comme je l'ai évoqué, faire un bilan carbone, c'est vraiment des calculs précis. Ça mobilise des expertises coûteuses et personne aujourd'hui n'a fait ce travail. Ce que j'ai, moi, en tête, c'est une étude de l'ADEME qui mesure l'impact
respectifs de leurs assises qu'ils ont fait pendant le confinement en 100% virtuel. Donc assises, voilà, les assises de l'ADEME, et les assises qu'ils ont fait au sortir de confinement, qui étaient donc des assises qui étaient comme un événementiel normal. Il s'est avéré que en fait, les assises virtuelles étaient moins impactantes que des assises physiques qui engagent du coup des déplacements, de l'infrastructure, de la logistique. Mais par contre, ce comparatif carbone a permis de mettre en exergue un point qui, je pense, reviendrait dans ce comparatif, qui est que, en fait, il y a un effet d'additionnement. C'est-à-dire que les assises de l'ADEME au sortir du confinement, elles n'ont pas été que physiques. Elles ont été à la fois numériques et physiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, je pense que si on comparait le bilan carbone entre expo virtuelle et expo itinérante, le truc, c'est que l'expo itinérante, elle aurait aussi des briques numériques. En fait, aujourd'hui, on est dans un additionnement des usages. C'est pas où. C'est que finalement, voilà, beaucoup de professionnels des musées nous demandent mon catalogue, je le fais en numérique ou en papier. C'est plus ou moins impactant. Et puis finalement, souvent, ils font les deux. La carte de vœux, je la fais en numérique ou en papier. Et souvent, ils font les deux. Et donc, on propose parfois le numérique comme une alternative écologique. On va dire, grâce au numérique, on va limiter l'usage du papier. Grâce au numérique, on va on va éviter certains déplacements. Mais de fait, dans les usages, on est sur de l'addition. C'est là où ça devient extrêmement problématique. Après, comme autre élément de réponse par rapport à votre question, c'est quand même qu'on sait qu'une exposition virtuelle, c'est quand même aussi une très grosse... en fait, c'est pas du tout dématérialisé. Une expo virtuelle, c'est d'abord beaucoup de tournage. Il y a du tournage, en fait, pour produire des contenus. Ça va être, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu voir à l'hôtel de la Marine à Paris, l'installation Les Miroirs Dansants. Voilà, on a l'impression que c'est quelque chose peut-être... Alors, certes, il y a les miroirs rotatifs on se dit, oui, là, il y a une infrastructure, mais par ailleurs, pour produire ces contenus, c'est quoi? C'est 120 comédiens qu'il faut déplacer à Bruxelles, parce que c'est là où les studios de tournage sont moins chers. Donc, on les déplace en avion. On tourne. Il y a des costumes qu'il faut déplacer aussi. Donc, c'est beaucoup, en fait, de transport. C'est beaucoup de manutention. C'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup d'hébergement. C'est beaucoup de repas. Ensuite, c'est beaucoup de post-prod. Enfin, en fait, donc, il y a... Et ensuite, c'est des données. Et des données, on l'a vu, c'est des data centers, c'est des câbles. Donc, on aurait tort de penser expo virtuelle comme dématérialisée, comme n'impliquant pas de déplacement. En fait, dès qu'on regarde dans le détail, on voit bien que si. Donc, ça vient vraiment souvent relativiser et relativiser la réduction des impacts. J'espère que je réponds un peu à votre question. C'est du cas par cas après. Ça dépend voilà, comment est faite l'expo virtuelle versus quelle itinérance aussi. Est-ce que c'est une itinérance internationale? Est-ce que c'est une itinérance territoriale? En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Souvent, il y a beaucoup de données, beaucoup de paramètres qui vont devoir être pris en compte dans l'établissement de cette mesure et cette comparaison. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions suite à l'exposé que vous a proposé Camille, avant peut-être de passer sur des discussions et des échanges entre vous et des remontées d'expérience et des questionnements, et profiter de l'expertise de Camille. Mais est-ce que déjà il y a des questions sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas à prendre la parole peut-être directement ou à vous servir du chat. S'il y a plus de questions, moi je voulais vous entendre. J'espère que vous êtes d'accord quand même pour ouvrir vos micros, parce que je me demandais la question qu'on a posée, le titre qu'on a donné à cet échange de ce matin, où en sont les écomusées, musées, sociétés. C'est une question que je me pose vraiment très sincèrement. Où en êtes-vous sur le numérique responsable? Déjà, est-ce que c'est même un enjeu? Peut-être première question. Est-ce que le numérique responsable est un enjeu que vous aviez identifié? Vous pouvez mettre dans le chat peut-être oui, non, ou prendre la main. Je vois Manuel? que Manuel Moreau du Musée de Bretagne lève la main. On vous écoute, Manuel. Hop là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Super bien. Voilà. Alors, j'interviens parce que je vais devoir partir un peu plus tôt aussi, mais ça, c'est l'enchaînement des réunions, le virtuel et les vidéos, hein, ça c'est. J'interviens, mais c'est un peu biaisé parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Musée de Bretagne fait partie des Champs libres. Donc à ce titre-là, ça nous met dans la ligne directrice de participation des Champs libres au lab. Pour autant, et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que les Champs libres ont participé au lab, mais même si on fait partie de la même maison, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets parfois dissociés. Et finalement, se mettre un peu des fois on peut mener des projets, mais se mettre à l'unisson ou se mettre en harmonie, toutes les structures que l'on est
plus une structure au sein d'une collectivité, c'est pas toujours très simple. Donc on peut faire aussi des gestes, mais encore faut-il qu'il y ait une culture commune partagée et qui fait que ce que l'on mène, par exemple, soit aussi suivi par les autres. Alors, c'est notre chance. Au champ libre, on est plutôt dans ce cas-là. Mais pour autant, des fois, il y a des questions de calendrier. Et moi, j'ai eu l'occasion, en fait, avant que Guillaume Rouen ne s'engage aussi à vos côtés, de mener un projet un peu test sur une exposition qui s'appelait Celtic. Et l'exposition celtique nous a amené à créer on va appeler ça un mini-site, mais nous avions élaboré déjà un cahier des charges avec un souci assez fort de sobriété, et ce qui nous a permis de travailler en fait avec des personnes qui nous ont orientés sur le projet de telle manière que on pense avant tout usage par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que dès qu'on avait une question, et c'est ça un peu le numérique, on veut toujours ajouter des choses, et nous ramener à l'usage en nous disant: C'était quoi votre projet initial? On en sort. Donc c'est pas la peine. Avec votre nouvelle idée là, vous avez déjà rajouté 2 clics. Ah oui, c'est vrai. Et donc à chaque fois, en fait, en revenant sur le projet, ce qu'on avait dit au départ, quel public, quel projet, et ben, on revenait à 2 clics. C'est aussi bête que ça, mais en fait, ça nous expliquait que, le parcours usager, plus on rajoute des choses, plus on a envie d'en rajouter, plus on augmente le nombre de clics, le nombre de circulations et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça nous a fait avancer, nous, Musée de Bretagne, pour, le projet à venir de renouvellement de notre portail des collections. Mais notre portail des collections nous pose plein de questions. Portail des collections, sans doute, l'un des plus fournis en France. On doit être rendu à, je crois que c'est 366 000 collections en ligne. Mais quand on dit ça, je vais autant vous dire que c'est plusieurs téras, pour que les collections soient visibles en ligne, et donc là, vient un calcul. Quel est le bénéfice de mettre la collection en ligne par rapport à cette question de sobriété? Nous, le bénéfice le plus fort, c'est que ces collections en ligne génèrent des projets, génèrent de l'indexation collaborative et génèrent un développement de connaissances. Mais pour autant, on ne résout pas complètement la question de la sobriété. Donc, j'ai l'impression que ça va être l'échange qui va continuer avec vous. C'est que finalement, on ne peut pas, comment dire, il faut faire des choix. Mais faut prendre le temps de se les argumenter soi-même et de se dire, on fait ce choix-là, même s'il est moins sobre, mais pour quel bénéfice pour la structure, voilà, pour notre mission culturelle globalement. C'est un peu une question ouverte, mais c'est la question qu'on se pose à chaque projet qui arrive. Merci pour cette super intervention qui, je trouve, qui amène plein de questions importantes, et notamment quand je disais que finalement on voyait au sein de l'Augure Lab que les pros avaient surtout besoin d'outils d'aide à la décision. C'est exactement ce que vous venez de dire à la fin, quoi. C'est comment je mets en balance par rapport à ma mission de service public, ma mission d'établissement culturel, de musée, de bibliothèque, versus les impacts dont je prends conscience qui sont les impacts de l'infrastructure numérique. À quoi je peux renoncer? Effectivement, c'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de numérique pour ce projet? Mais il y en a où j'ai vraiment besoin de numérique. Et dans ce cas-là, comment je m'y prends pour réduire l'impact au sein de ce projet numérique? Mais il y a des renoncements. C'est sûr qu'il y aura des renoncements. Mais vous devriez venir, Manuel, dans le lab. Il y a de la place pour vous. Ah oui, mais une personne à la fois, ça fait 2 fois plus dans le train, ça fait 2 fois plus à déplacer, et il y a Guillaume. On se coordonne, mais on se parle. Donc l'humain aide à résoudre pas mal de choses aussi. Autant il provoque, autant ça avance. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expériences, réactions? Parce qu'effectivement, les champs libres, alors d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur leur site. Ils ont tous leurs engagements numériques responsables sont exprimés de façon très claire au public. Il y a toute une page qui est dédiée à ça. Alors là, on est sur un champion du numérique responsable, mais est-ce que déjà même vous l'aviez identifié comme un enjeu pour ceux qui peut-être avaient commencé à s'engager dans une démarche de transition écologique? Alors non, j'en déduis que non. J'en déduis qu'en fait, c'est un enjeu que vous identifiez peut-être ce matin.
dans cette discussion? Je suis désolée parce qu'initialement, on avait prévu avec François de vous faire travailler en petits groupes et puis on a été et là, je pense que la parole, elle aurait été plus facile, mais on a été limité justement par le numérique. Là, on est sur une plateforme qui le permet pas. Donc, mais bon, on n'est que 20. Voilà, mais je conçois que ce soit dur de prendre la parole. Après, peut-être juste dites-moi juste non, si vraiment c'était pas du tout un enjeu pour que vous aviez identifié, pour comme ça je passe à ma question suivante peut-être. Ah, Claire, je vous en prie. Oui, bonjour. Nous, aujourd'hui, c'est pas que c'est pas forcément un enjeu, forcément, ça pose question, hein, comme sur, tous les équipements. En revanche, le cumul de l'ensemble des projets, à conduire déjà pour, retrouver des publics, retrouver des financements et cetera pour, justement, tous nos projets, bah, fait que malgré une attention particulière, c'est pas au cœur de nos problématiques, quand bien même, je suis très contente de ce rendez-vous de ce matin qui justement, interroge et permet aussi peut-être, de voir que c'est dans des gestes du quotidien, qu'il faut déjà, progresser et mettre nos propres bonnes pratiques et qu'effectivement, on oublie parfois, l'essentiel. Voilà, c'est juste, pour être solidaire avec votre appel. Merci. Je vois aussi que Nolwenn dans le chat met que c'est pas envisagé au musée d'histoire de Saint-Malo. Alors, je suis avec des débutants. Effectivement, je pense aussi que c'est un peu inhibant enfin, c'est super que Manuel ait pris la parole, mais voilà, les champs libres, je vous assure, j'en connais pas d'autres, hein, même des beaucoup plus gros musées comme le Louvre ou quoi, ils sont beaucoup moins avancés que les champs libres en termes de stratégie numérique responsable. Si vous êtes vraiment au tout début de votre réflexion et qu'effectivement vous êtes sur beaucoup de grands enjeux, la première action, la meilleure action que vous pouvez mettre en œuvre, et elle ne va pas normalement générer plus de travail, c'est de garder le plus longtemps possible votre matériel numérique. C'est-à-dire que ça, Romane vous a montré ce que ça représente en termes de consommation de ressources. Il faut essayer de le garder, mais le plus longtemps possible. Pareil pour tout les matériels. Alors j'imagine que vous allez me dire, bah, c'est ce qu'on fait déjà parce qu'on n'a pas d'argent. Bah, tant mieux. Tant mieux, c'est vraiment une pratique à garder. Il faut lutter au maximum contre l'obsolescence programmée. Prendre soin de son matériel numérique, surtout justement s'il est utilisé par les publics. Et peut-être aussi justement avant de se lancer parfois dans un dispositif un peu innovant du type borne interactive, tout ça, se questionner sur la longévité et la réparabilité de ce matériel. Voilà. En tout cas, la réparabilité du matériel doit être un critère de choix important maintenant quand on s'équipe. Donc ça, c'est votre premier. Je vous ai donné la première brique de votre stratégie numérique responsable. Alors, je vois que l'écomusée du Moravin, j'imagine, Moravan, du Morvan, je me disais, c'est une zone que je connais pas. Ça a été abordé par les questions éthiques. Ouais, c'est une porte d'entrée tout à fait pertinente parce que par exemple, si je vous parlais de la question des réseaux sociaux, en fait, la question de l'impact écologique des réseaux sociaux, elle est à relativement relativiser. C'est-à-dire que oui, hein, Google, Facebook, c'est des énormes data centers, c'est des énormes câbles. Oui, bien sûr, il y a un poids de l'infrastructure, il y a un poids écologique, mais l'enjeu, euh, l'enjeu, il est d'abord éthique. Il est quand même d'abord de à quel point on a envie d'être associé à la plateforme d'Elon Musk, à quel point on veut mettre les données de nos utilisateurs en balance, à quel point on veut compromettre aussi la propriété intellectuelle ou est-ce qu'on veut être sur une plateforme qui promeut des fake news. Enfin voilà, c'est plus, à mon sens, surtout quand on est un lieu de savoir, c'est plutôt ça l'enjeu du positionnement par rapport au GAFA. Donc voilà, le numérique responsable, c'est tout cet ensemble de questions qui sont souvent entremêlées. Par exemple, autour du choix de l'open source, des logiciels open source, il y a des enjeux éthiques, mais on voit qu'ils rejoignent les enjeux écologiques. Donc c'est ça aussi. Alors, écomusée de la Vénois. Et alors, pendant que tu prends connaissance du message dans le chat, Camille, je ne sais pas si Claire, vous avez de nouveau levé la main ou si c'était la main précédemment levée. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre la parole directement. Effectivement, je vois aussi du coup le commentaire de Charline, merci,
qui dit que vous avez commencé à évoquer le numérique, donc super, et que c'est pas évident de quitter les réseaux sociaux. Ouais, et c'est vraiment pas la question. Je pense que la question, c'est pas de quitter les réseaux sociaux, c'est de peut-être... il y a plein de petits gestes, et d'ailleurs, je vais vous partager dans le club des cobayes, on a fait plein de fiches actions. Et les fiches actions, par exemple, qu'on propose, c'est dépublier des très vieux posts, dépublier des vidéos que plus personne ne regarde ou qui n'ont pas marché. Ça peut être réduire le nombre de posts, ça peut être réduire les vidéos qu'on poste, parce que vous savez que les vidéos, c'est énormément de données, donc c'est beaucoup de transfert et de stockage de données, donc ça, c'est un poids très important par rapport aux autres fichiers. Enfin, voilà, avant de dire, avant d'être sur une radicalité que tout le monde ne peut pas assumer pour des raisons que vous dites, il y a des petits gestes, et en fait, il n'y a pas de petits gestes en matière de transition. Tous sont valables, et on bouge le curseur. Merci Christelle. Claire, du coup, vous vouliez parler? Oui, mais par exemple, là, si on supprime du contenu en ligne, effectivement, pour avoir un comportement responsable, est-ce que ça n'impacte pas le référencement naturel? Ce qui reposera la question de l'éthique par rapport aux GAFAM notamment. Mais est-ce que ça n'a pas un impact? Eh ben, en fait, c'est une bonne question, et là, j'avoue, c'est un peu trop technique pour moi. Mais du coup, je la note, mais moi, je pense que non, parce que je pense que travailler son référencement naturel, ça peut se faire par plein d'autres leviers. C'est pas que par de l'accumulation de contenu. En plus, je sais pas si vous remarquez, mais alors moi, je me googlise régulièrement pour vérifier, je sais pas, qu'il n'y a pas d'atteinte à mon identité numérique. Et je vois qu'il y a des vieux contenus qui aujourd'hui n'apparaissent plus. Donc c'est bien la preuve que voilà, ils sont dans la poubelle du net. Ils n'ont pas été dépubliés, ça je le sais. Donc voilà, le référencement il faut vraiment parler, je pensais, à des spécialistes du référencement qui peut Mhm. s'appuyer sur d'autres leviers. Mais je vais poser la question à des gens plus techniques que moi. Je trouve que c'est une excellente Oui, question. mais bon, tout reste lié au final. Donc du coup, il y a une réaction en cascade, comme ce que vous disiez tout à l'heure, de est-ce qu'on fait plutôt un format numérique, un format print? Bah, au final, ce qui est «grave» entre guillemets, c'est qu'on fait les 2 et on cumule. Mais donc là, c'est pareil, c'est de la réaction en cascade, hein. Oui. Et ce qui est grave, entre guillemets, je pense, c'est on a perdu l'habitude de se questionner, comme le rappelait Manuel, sur la question d'usage. Finalement, on se pose la question de est-ce que je le fais en numérique ou en papier pour des questions d'impact ou des questions de prix. Le vrai sujet, c'est à qui je m'adresse avec ce support, à quel public, pour quelle fin. Et là, la réponse arrive plus naturellement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement certains publics, pour telle fin, l'usage va être numérique naturellement, donc il faut faire le choix du numérique. Pour tel autre public, on va être sur un public local, sur un public qu'on veut communiquer chez les commerçants. Donc là, oui, éditer une affiche, ça peut avoir du sens. Mais est-ce que j'ai besoin de faire 4 affiches par an? Ou est-ce que finalement, une affiche par an qui annonce la programmation Enfin voilà, c'est ce genre de questions, en fait, toujours revenir à l'usage. En fait, là, il faut appliquer pour les projets numériques comme pour les autres la question d'éco-conception. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette roue de Brézet de l'éco-conception. On voit on voit tout le cycle de vie d'un produit, et pas forcément d'un produit ou d'un service numérique, qui découpe en phases de vie du produit. Ça part de la question de la conception à la question de la fabrication, puis de la production, de la logistique. Et en fait, on sait que 80% des impacts environnementaux peuvent être évités dans la phase de conception, c'est-à-dire dans la phase où on se pose justement les questions de qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, pour qui. Et c'est valable pour le numérique. Donc finalement, avant d'initier même un post sur un réseau social, on peut se poser la question, on peut utiliser cette matrice de la roue de Brézet en disant, OK, ce post ou cette vidéo que je veux faire, c'est pour qui, c'est pourquoi, et voir s'il y a d'autres alternatives possibles. Je peux vous répondre, vous donner l'exemple par exemple d'une Paris Musée, grosse institution qui fait beaucoup de numérique, mais qui a commencé à se questionner, prenant tout d'un coup en considération l'impact du numérique, et qui m'a raconté que récemment, pour telle exposition, je crois liée à un peintre naturaliste, était d'abord parti sur des projets numériques interactifs comme ils aiment bien en faire, et puis ils se sont dit, mais en fait par rapport à ce qu'on veut produire chez notre public, un effet d'immersion, un effet de lire la nature, ben, ils se sont rendus compte que le numérique, c'était pas la réponse. Et ils ont travaillé sur un dispositif olfactif qui allait créer le même effet d'immersion, mais en mode low-tech. Donc, voyez comment cette question sur les usages peut aussi conduire à des alternatives moins coûteuses et moins impactantes sur l'environnement. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Je,
Si vous avez des questions pratiques, je peux essayer d'y répondre, des questions que vous vous posez sur telle ou telle chose à mettre en œuvre, puisque la chose sur laquelle je voulais conclure, on va dire, cet échange, était sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, à la fois dans vos établissements et à la fois peut-être collectivement, parce que vous avez la chance d'appartenir à un réseau. Et peut-être au sein de la FEMS, il y a des mutualisations possibles de bonnes pratiques sur le numérique responsable, peut-être d'équipements, peut-être que pour telle expo, vous allez avoir besoin de telle douche sonore ou de tel écran, et il s'avère qu'en fait, grâce à la FEMS, vous allez localiser que pas très loin. Effectivement, ça ne sert à rien de faire venir du matériel de Lille pour Marseille, mais il y a des mutualisations possibles. Voilà, peut-être qu'au sein de la FEMS, il y a un espace à penser sur la sobriété numérique, même si j'ai bien entendu le commentaire de Claire sur la hiérarchisation des enjeux. Voilà, j'avais un peu envie de vous entendre aussi sur, à votre avis, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour quelles questions? Et si c'est trop compliqué, je pense que vous avez, alors je dirais 2 étapes. Le MOOC de l'Institut du numérique responsable, première étape. Deuxième étape, les ressources que propose l'ADEME. L'ADEME, vous avez à la fois le guide de la communication responsable, vous avez toute une partie sur le numérique, donc là pour les communicants parmi vous. Le guide des éco-gestes numériques au bureau, donc là pour tout le monde. Et puis je dirais, troisième étape, rejoignez-nous dans le lab, qui est vraiment un lieu de partage, de formation. Et il se passe des choses, clairement, pour les gens qui viennent. Donc si c'était quelque chose qui vous intéresse, prenez contact avec moi. Je vais vous mettre mon email dans le chat. Voilà. Ou prenez contact avec vos pairs qui sont déjà au sein du lab. Vous avez donc identifié les champs libres. Vous avez aussi le MUSEM qui est dans le programme du lab. Donc vous pouvez aussi prendre contact avec, par exemple, Nathalie Belli, qui s'occupe des dispositifs multimédia audiovisuels au MUSEM. Elle pourra vous aider sur des questions que vous vous posez, je pense. Vous relayez des questions dans le lab. Je ne vais pas vous... Claire avait levé la main, Camille. Super. Oui, parce qu'en fait, vu que je suis sur mon téléphone, je n'ai pas accès aux commentaires. Donc, de un, j'ai pas je ne vois pas votre mail, hein, Camille. Et deux, c'est quoi les conditions, en fait, un peu de ce lab J'ai Ouais. loupé les 10 premières minutes, je suis vraiment désolée. Je vais vous expliquer. Pas de souci. Qui pilote le lab? Est-ce que ça a un coût, une adhésion? Enfin voilà, comment ça se passe? Même si je sais bien qu'on n'est pas sur une vocation commerciale ce matin, mais voilà, comment ça se passe un petit peu, la fréquence, le rythme, l'implication? Oui, tout à fait. Alors, le lab, c'est une initiative, on va dire, privée, entre guillemets. Ça a été lancé par Les Augures, donc mon collectif, avec, et on est tout de suite allé chercher un partenaire plus fort que nous en numérique responsable, qui est Controlles, qui était donc Romane Clément, ils sont plus nombreux Oui. que ça. Voilà, donc c'est un dispositif qu'on anime à 2, mais il s'avère qu'on a rencontré en cours de route le ministère de la Culture, le SNUM, le service du numérique, qui a vu dans ce programme qu'on propose un dispositif nécessaire pour accompagner le secteur dans sa transition écologique, et donc qui vient cofinancer le lab. Donc c'est un lab qui reste totalement indépendant comme initiative, mais on a un financement du ministère de la Culture. Donc la façon dont ça se passe, c'est sur 8 mois, parce qu'on fait une pause pendant l'été, on commence en avril, on fait en décembre, et c'est un programme qui est hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des temps de travail en présentiel qui sont à Paris, parce que c'est quand même plus simple, des gens qui viennent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Donc on a 3 journées et demie en présentiel à Paris, où les dates sont déjà arrêtées, c'est avril, c'est juin, c'est septembre. Oui, c'est celle qui était tout à l'heure dans la timeline. Et on a des temps en visio. Et on a aussi une plateforme numérique qui permet à tout le monde de se tenir. On la documente vraiment très, très bien. On fait les comptes rendus de tout. Pour si vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous ratez un moment, tout est documenté sur le lab. Et c'est aussi fait justement pour ce que raconte Emmanuel, c'est-à-dire que nous, on invite souvent 2, 3 maximum représentants par institution à venir, ou même 1. Souvent, c'est peut-être 1 qui se déplace. C'est Guillaume pour les Champs Libres, par exemple, qui se déplace. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent vraiment, à distance, embarquer plein d'autres collègues, d'où le fait qu'on travaille des supports assez précis et assez transmissibles. En termes de modalité, c'est 4 500 € par institution, par établissement. C'est-à-dire que si un établissement s'inscrit, ce n'est pas pour une personne, c'est pour
plusieurs personnes puissent en bénéficier. Donc, ramener au coût d'une formation, c'est pas énorme. Et par ailleurs, on est quand même, on n'a pas non plus envie que le coût soit une limite. On a aussi conscience que peut-être le musée de la Vénois n'a pas les mêmes moyens que la BNF. Donc voilà, on est prêt aussi à discuter, à trouver des moyens, surtout que là, il nous semble que pas mal de nos grosses institutions reviennent. Donc ça va sans doute nous assurer le budget de base. Donc voilà, je veux dire, il y a effectivement ce coût de 4 500. Si vous avez les moyens, c'est top. Si vous n'avez pas les moyens, mais que vous êtes genre surmotivé, on en discute. Merci. Mais ça peut pas être pris sur des budgets de formation, on est d'accord? Et ben, pour le moment, non. Mais comme c'est une demande D'accord. importante, il y a peut-être moyen, enfin, je suis en train de faire une demande de raccordement à un organisme de formation. Mais vous savez que c'est très rigoureux aujourd'hui, la formation. Et que Bien sûr. dès qu'on est sur un dispositif un peu différent, il faudrait, voilà, mais je me renseigne là-dessus. Le guide pratique, je vais tout vous envoyer. Je vais vous envoyer les. En fait, on peut le procurer sur la plateforme du. Alors, le guide pratique, est-ce que Nolwenn vous parlait des éco-gestes de l'ADEME? Si c'est ça, c'est sur le site de l'ADEME. Si c'est les guides pratiques que j'ai mentionnés qu'on a produits dans le lab, je vais vous envoyer les liens où vous pourrez les trouver. Et Camille, est-ce que vous pouvez donner votre mail à l'oral? Je suis désolée, parce que j'ai pas accès aux commentaires. Oui, donc en fait, donc de toute façon, vous trouvez mon mail sur le site des augures, lesaugures.com. Et mon mail, sinon très simplement, c'est camille.penne, P-E-N-E, @lesaugures.com. Et puis, vous pouvez aussi contacter Romane si vous avez des questions aussi. Je donne son mail, hein, je ne pense pas qu'elle aurait pas voulu le donner. C'est Romane. Donc pareil, vous allez sur le site de Contrôle S, quoi, comme le clavier. Et Romane, c'est romane@contrôles.studio. On vous remettra dans tous les cas toutes les, voilà, les ressources et les coordonnées depuis le Et site voilà. de la FEMS. Vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil. En tout cas, Alors, merci de votre attention. Moi, je peux rester encore un quart d'heure si vous avez des questions. Et puis sinon, on ne va pas se regarder dans le... comme ça. Donc, vous me dites. alors, est-ce qu'il y a des derniers retours des personnes qui souhaitent profiter de l'expertise de Camille? Sinon, en effet, on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais merci pour ces premiers retours. Ça permet, voilà, l'idée aussi de la FEM, c'est de faire un état des lieux de ces, une démarche que nous avons donc entamée avec Camille déjà l'année dernière, faire un petit bilan de où en est le réseau et des structures très variées et riches qui la composent. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir une bonne représentativité de ce que c'est le réseau de la FEMS. Et ça nous permet de mettre en avant aussi des bonnes pratiques, en fait, déjà initiées du fait, parfois de ce qu'on a appelé l'art de la débrouille, hein, par manque de moyens. Parfois, on s'est aperçu que notre réseau était assez précurseur et méritait que sa voix soit entendue. Mais il y a aussi, voilà, des besoins clairement à exprimer. Donc, n'hésitez pas soit, voilà, à en faire part là aussi à Camille, soit à nous les partager dans un second temps. Et ça viendra nourrir les réflexions de la FEMS pour donc son cycle déjà entamé de rencontres et comme aujourd'hui en distanciel, mais aussi en présentiel avec donc nos futures rencontres professionnelles. Donc voilà, vos réflexions sont les bienvenues pour venir nourrir ces futurs échanges. Donc n'hésitez pas hein, puis à me solliciter directement aussi à l'adresse de la FEMS. Oui, et si je vous ai donné mon adresse email, c'est parce que vraiment, j'ai conscience qu'il faut effectivement du temps pour assimiler tout ça. Mais si vous avez des réflexions, des étonnements, des choses qui vous viennent maintenant autour de ce sujet, ou voilà, des choses que vous observez chez vous, chez d'autres, des questions que vous posez, vraiment n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse d'être en contact avec vous, de comprendre aussi ce qui se passe pour vous, quoi. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup Camille, c'était passionnant et puis voilà, on aura l'occasion de collaborer de nouveau ensemble à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Camille si besoin ou de la FEMS et puis on vous mettra toutes les coordonnées sur notre site internet. Merci beaucoup à toutes et tous de votre attention et de votre temps. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.